Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans La planète demain, l'émission qui met à l'honneur les acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Et aujourd'hui, nous consacrons notre émission à une ressource essentielle et même vitale, l'eau. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Laurent Emmanuel Mijon, qui est président-directeur général de BioUV Group, spécialiste du traitement de l'eau et des espaces. Mais tout de suite, nous avons l'honneur de recevoir Pascal Poncet, qui est lui fondateur de Water Connect, qui place sa technologie au service de la ville de demain et de la gestion de l'eau. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous avez créé Water Connect afin d'apporter des solutions en réponse au réchauffement climatique avec de l'eau, de l'ombre et de la végétation. Le tout géré à distance, bien sûr, autant compliquer les choses. On peut dire que votre technologie s'intègre parfaitement dans la ville intelligente de demain, ce qu'on appelle la Smart City. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer Water Connect ? Oula, je pense qu'on n'aura peut-être même pas assez de temps de l'émission, mais pour faire court, Water Connect a été créé en 2018. Et c'est la rencontre de deux chefs d'entreprise, moi qui suis issu du monde de la fontainerie et mon associé qui, lui, est issu du mobilier urbain. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce que nous pouvons apporter d'innovant pour lutter contre les îlots de chaleur urbains au cœur des collectivités territoriales. Et c'est ça l'idée de base de l'entreprise. Alors votre entreprise, elle incarne une vision moderne du fabriqué en France où la qualité, l'innovation, le respect de l'environnement jouent un rôle majeur, si j'ai bien compris. Exact. Mais quelle est votre mission première dans cette entreprise ? Alors la mission, c'est justement d'apporter, multiplier les points d'eau au cœur des villes et des collectivités territoriales, parce qu'on sait très bien que le dérèglement climatique et le réchauffement climatique, il est là. Et surtout, c'est d'apporter du rafraîchissement, de l'hydratation et du bien-être. Ça, c'est très important pour nous. Alors, l'innovation, est-elle réellement le moteur de cette entreprise Water Connect ? Justement, avec mon associé, on ne fait que l'innovation. Il y a ça qui nous motive. Déjà, dans nos anciennes entreprises, on faisait financer à chaque fois tous nos dispositifs par l'innovation. Il faut savoir que tout ce que l'on fait, on travaille essentiellement également avec la région Île-de-France. Et à chaque fois qu'on développe un nouveau dispositif, on travaille à trois, c'est-à-dire nous, une collectivité territoriale et puis la région pour financer une partie du développement avec des dispositifs qui s'appellent InnovUp dans la région Île-de-France. Formidable. Alors vous proposez donc un certain nombre de solutions autour de la gestion de l'eau, mais quelles sont-elles précisément ? Alors, on a plusieurs dispositifs. La genèse de l'entreprise, c'était donc en 2018 avec la ville d'Orly. Ils avaient des problèmes de street pooling. Alors, je ne sais même pas ce que c'était, moi, il y a 6 ans encore. Donc, ce sont ces jeunes qui cassent ces bornes incendie. Et donc, l'idée, c'était de dire, plutôt que casser les bornes incendie, pourquoi on ne leur porterait pas un service ? Et donc, l'idée, c'était de développer un dispositif innovant, que l'on puisse installer au cœur des cités, des quartiers sensibles, qui soient effectivement résistants, qui mouillent, parce que sinon c'est pas rigolo, et qu'on installe effectivement pendant la période de forte chaleur, du mois de juin au mois de décembre. Et ce qui plaît beaucoup aux collectivités, c'est que, déjà les enfants et les personnes sur place, ils se l'approprient, le dispositif, c'est très solide, on peut en faire ce que veut dessus, et puis surtout, ça fonctionne tout seul, une simple arrivée d'eau potable suffit, le tout piloté à distance, donc ça c'est merveilleux. Alors, est-ce que vous considérez que l'eau est d'une importance majeure comme ressource vitale et un enjeu global ? Bien évidemment, aujourd'hui, on comprend tous qu'avec le réchauffement, le dérèglement climatique, effectivement, il y a de plus en plus de difficultés à avoir de l'eau parce que avec les dérèglements climatiques et justement nous, les êtres humains. Et donc, un des points clés, c'est effectivement de pouvoir accompagner ces collectivités territoriales pour effectivement mieux gérer cette ressource en eau. Et c'est pour ça qu'on a, en parallèle, développé la communication à distance de l'ensemble de nos dispositifs. Alors, évidemment, les défis mondiaux autour de l'eau, mais quels sont-ils ces défis selon vous ? Alors effectivement, les défis sont importants parce qu'effectivement, il y a un stress hydrique, que ce soit au niveau industriel, domestique et puis, on va dire, agriculture. Et nous, on apporte des solutions au cœur des cités et des collectivités territoriales. Et nous, on se focalise essentiellement sur tout ce qui est îlot de fraîcheur et amélioration du confort urbain. Alors vous parliez tout à l'heure de dérèglement climatique, on va parler de changement climatique. Pensez-vous que l'accès à l'eau potable est impacté justement par le changement climatique ? Forcément, alors c'est pour ça que nos dispositifs, ils incluent plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'eau qui n'est pas utilisée par nos fontaines à boire, nos brumisateurs pour alimenter des plantes, pour alimenter des ressources. On utilise aussi des pavés drainants.
on fait de l'éco-conception. Tout ça pour créer des véritables oasis de fraîcheur. Et donc nos dispositifs sont multi-usages, multifonctions et évolutifs. Alors justement, comment WaterConnect utilise-t-elle la technologie pour préserver et optimiser l'eau? Alors justement, vous parliez de Smart City. Nous étions au grand salon international à Barcelone, Smart City World Congress, pour parler justement de communication à distance avec la région du Grand Paris. Et l'idée, c'était de développer sur les fontaines multifonctions et à boire des mesures qui sont des mesures de stress hydrique, des mesures de consommation d'eau, et pour pouvoir mieux gérer effectivement cette consommation, de pouvoir mettre des alertes automatiques, des gestions pour la mise en hivernage, et puis des alertes si jamais vous avez un dispositif qui se met à fuir automatiquement. Donc tout ça, ça apporte un vrai plus pour les collectivités territoriales et non seulement pour l'entretien. Parce que ça aussi, c'est un coût, l'entretien, ces dispositifs, les fontaines à boire et autres. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 1300 fontaines, c'est juste énorme. Et donc nous, on a déployé beaucoup de dispositifs à la ville de Paris, parce qu'on a un dispositif pour lequel on a travaillé pour les Jeux Olympiques. On a déployé plus de 70 fontaines multifonctions à Paris. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir, dans un endroit le plus confiné possible, avoir plusieurs dispositifs, et notamment pouvoir faire cette gestion à distance, parce que une mise en hivernage, par exemple, pour donner un exemple, de 900 fontaines à la ville de Paris, c'est 1 mois et demi à 2 services techniques. Donc c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et où est-ce qu'on peut trouver vos fontaines à eau d'une manière générale, les brumisateurs et autres installations publiques? Est-ce que vous êtes sur l'ensemble du territoire national? Parce que vous parliez des Jeux Olympiques, c'est un événement, mais est-ce qu'on peut trouver ça en permanence quelque part? Alors oui, parce que c'est du mobilier urbain. Alors vous avez plusieurs dispositifs. Le premier qui s'appelle le kiosque îlot, que l'on installe uniquement pendant les périodes de forte chaleur. Par contre, la fontaine universelle La Source, qui est issue du concours national de la fontaine du XXIe siècle pour les Jeux Olympiques notamment, donc ça nous donnait une forte visibilité, puisqu'on a installé plus de 70 pendant les JO, donc c'est du mobilier urbain. Donc nous, on est ancré en région parisienne, mais on a des distributeurs. Et effectivement, on a installé plusieurs de ces dispositifs, que ce soit à Nantes, à Lyon, à Toulouse, et puis bientôt à Montpellier, à Marseille, à Lille, etc. Alors comment votre entreprise contribue-t-elle à la transition écologique? Et est-ce qu'on peut dire que le développement durable est au cœur de votre démarche finalement? Ah oui, ça c'est nécessaire, parce que en plus, on travaille toujours avec une entreprise en éco-conception. Donc tout ce que l'on fait, on se fait accompagner, parce que c'est un vrai métier, chacun son métier. On se fait accompagner, tous nos dispositifs sont éco-conçus. Donc pour certains, on a même comment on appelle ça, du recyclage, puisque nos kiosques utilisent les tapis pour nos kiosques, on utilise des bouchons recyclés pour le sol. Pour nos fontaines multifonctions, elles sont éco-conçues. On utilise aussi des pavés en coquille Saint-Jacques. Donc le message qu'il faut passer, c'est manger du poisson, parce qu'effectivement, avec ces pavés drainants, on récupère l'eau non utilisée de la fontaine pour faire, ce que je disais tout à l'heure, un oasis de fraîcheur via le sol évapotranspirant. Et l'impact des solutions WaterConnect en matière de réduction des gaspillages est-il mesurable? Et si oui, est-ce que vous avez des chiffres à nous apporter? Alors, un qui est particulièrement important, quand on a commencé l'entreprise, une des grandes difficultés sur le fameux street pooling, là, c'est ces jeunes qui cassent les bornes incendie. Il faut savoir qu'une borne incendie, c'est quand vous cassez une borne incendie, en dehors du fait que vous n'avez plus d'eau dans le circuit, c'est de l'eau potable en plus. Et que les pompiers, s'ils veulent venir utiliser l'eau, ils ne peuvent pas. C'est 100 mètres cubes à l'heure. Ouais, c'est juste énorme. Et donc, nos dispositifs à comparaison, nous, c'est 4 mètres cubes par mois pour tout un quartier. Vous voyez, il n'y a aucune comparaison possible. Et pour finir le sujet, il faut savoir qu'une consommation moyenne pour une famille de 4 personnes d'eau potable, source INSEE et puis source Haute-Paris, c'est 15 mètres cubes par mois. Et nous, pour 4 mètres cubes par mois, vous pouvez aménager un quartier complet et puis faire plaisir à toute une population. Alors, est-ce qu'il existe chez WaterConnect des partenariats justement avec des ONG ou des associations pour des projets autour de la protection de l'eau ou autour de programmes de recherche et d'innovation? Alors, comme l'innovation est au cœur de notre progression, on travaille toujours. Il faut savoir que mon associé est paraplégique, et ça a toute son importance, puisque nos dispositifs sont tous en accessibilité universelle. Et tout ce que l'on fait, on travaille toujours avec l'Association des paralysés de France, qui nous accompagne sur les développements des projets. Il faut savoir que notre fontaine universelle Ma Source, non seulement accessible aux personnes en fauteuil roulant, aux enfants, aux adultes, aux malvoyants, parce qu'on a également du braille, et on a aussi des contrastes, justement, pour que ces personnes-là évitent les obstacles sur la voie publique. Donc non, oui, pour nous, effectivement, travailler avec des organisations spécialisées, comme l'Association des paralysés de France, est très important. Tout à fait. Quels sont vos objectifs à moyen ou long terme pour l'expansion de votre entreprise WaterConnect? Ils sont grands, mais là, on va
Moi, dans mon ancienne entreprise, je faisais beaucoup d'international. Donc là, on va finaliser le déploiement sur le territoire national. On fait actuellement quelques coups, on va dire comme ça, en Afrique. C'était mon ancien terrain de chasse. Et puis en Europe. Donc on va commencer par finaliser le déploiement sur le territoire français. Et puis dans un deuxième temps, je pense à partir de l'année prochaine, quand on sera bien structuré, on pourra retourner faire de l'international. Voilà. Merci beaucoup, cher Pascal Poncet, fondateur de WaterConnect, qui place la technologie au service de la ville de demain et de la gestion de l'eau. Nous revenons dans un instant sur Sud Radio, la planète demain, avec Thibaut, le French Trotter. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici de retour dans La planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut, notre French Trotter, qui cette semaine s'est intéressé à une ferme urbaine qui est aussi un lieu de sensibilisation à l'écologie et à l'agriculture durable et solidaire. Bonjour Thibaut. Et oui Christophe, il y a quelques temps, j'ai visité la cité maraîchère de Romainville, en Seine-Saint-Denis, un lieu au cœur de la ville qui permet aux citadins de se reconnecter à la nature. On écoute tout de suite Yuna, la responsable du projet, qui va nous en dire plus. Ce qui est original, c'est qu'on a un projet qui est un équipement municipal, un projet qui a émergé en 2021, qui a été livré en 2021 à Romainville dans un quartier populaire, le quartier Marcel Cachin, pour créer un lieu où on voit les légumes pousser, mais aussi où on peut venir manger, on peut venir faire des ateliers sur la nature en ville, sur le bien manger, sur le zéro déchet. Et c'est aussi un lieu d'insertion professionnelle parce qu'on est un atelier chantier d'insertion donc reconnu par l'État pour accompagner aujourd'hui une quinzaine de personnes qui sont en parcours d'insertion. Et le café cantine, lui, est géré par 3 chefs, des chefs au féminin, qui ont été recrutés via un appel à projet et qui sont dans une dynamique de circuit court, d'accessibilité des prix, qui bien sûr cuisinent les légumes de la cité maraîchère qui sont cultivés dans les étages et au sous-sol parce qu'on a aussi des champignons. Est-ce qu'on peut aller faire un tour de l'autre côté ? Ouais. Allez, je vous suis. Donc c'est de l'agriculture hors sol, c'est ça ? Donc là on est sur des bacs, effectivement c'est de l'agriculture hors sol, donc on ne peut pas être bio parce qu'en France il faut être en pleine terre pour être une agriculture bio, mais on respecte les principes de l'agriculture bio. On peut décrire pour les auditeurs, on est au 3e étage donc, de ce bâtiment ultra moderne qui donne sur la ville. Voilà, et on est vraiment inséré dans le quartier Marcel Cachin. Il y a un autre bâtiment qui fait 6 étages et aussi on domine bien la ville. Donc là, voilà, on rentre dans la période la plus gaie parce que on cultive 2 saisons. On est dans une serre qui est non chauffée et aérée naturellement. Donc on n'est pas du tout dans les fermes high-tech qu'on peut voir par exemple aux États-Unis, en Amérique du Nord en général ou en Asie. Là, on est sur de la culture de saison. Sur tous ces étages qui poussent vraiment bien, c'est les étages sous la serre. Là, aux derniers étages, ce sont des légumes fruits. Et puis, on a aussi des salades, des navets. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aménagé un autre jardin qui est à 10 minutes à pied, qui est dans une friche, une ancienne friche municipale. Vous m'avez parlé d'un jardin nourricier, c'est ça ? Voilà, c'est un jardin nourricier. Alors, qu'est-ce que c'est un jardin nourricier ? C'est un jardin. Ce jardin-là, il s'appelle le jardin Casse-Dalle, parce qu'effectivement, on y produit des fruits et des légumes, mais aussi parce que l'équipe de conception, donc les paysagistes, ils ont cassé la dalle pour aller récupérer de la pleine terre. Et ce sont des gros enjeux aujourd'hui dans nos villes qui sont surchauffées avec notamment le changement climatique aussi, de récupérer des îlots de fraîcheur comme ça et de récupérer faire pousser en pleine terre alors qu'on a quand même pas mal mis de bitume un peu partout, quoi. Et ce que j'ai pas dit, et ce qui est super important aussi, c'est que nos légumes sont vendus sur place pour les habitants de Romainville et d'ailleurs tous les mercredis soirs. Donc en circuit court ? En circuit court et aussi avec des tarifs en fonction des revenus des habitants. Donc ça permet d'avoir une bonne mixité et ça a du succès ce marché. Merci beaucoup Thibaut, merci pour ce reportage, pour cette découverte même. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez bien entendu aller sur la page Facebook de la cité maraîchère de Romainville. Nous voici évidemment de retour dans le studio de Sud Radio, La planète demain, où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Laurent Emmanuel Mijon, qui est président, directeur général de Bio-UV Group, spécialiste du traitement de l'eau et des espaces. Bonjour Laurent Emmanuel. Bonjour Christophe. Alors, Bio-UV Group conçoit depuis plus de 35 ans des systèmes de traitement et désinfection de l'eau, et à travers la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils de désinfection de l'eau et de surface, Bio-UV Group vise à apporter les solutions techniques innovantes et respectueuses de l'environnement. C'est bien cela ?
C'est tout à fait cela. Alors, j'ai vu que votre entreprise s'inscrivait dans une démarche de développement durable, bien sûr, et notamment dans le cadre de la préservation des ressources en eau, de l'énergie et de la protection de la biodiversité. Pourriez-vous nous brosser votre profil et votre parcours professionnel ? Avec grand plaisir. Juste en préambule, je voulais juste indiquer que la problématique qui est liée à l'eau, c'est surtout que nous consommons seulement 1% de l'eau qui est disponible sur la planète. Et ce 1% à 70% est utilisé pour l'agriculture. Pour revenir sur mon parcours, je suis ingénieur agronome de formation. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'audit et dans le conseil, en France et à l'international. Et puis depuis une vingtaine d'années, je travaille comme chef d'entreprise dans différentes activités. J'ai d'abord dirigé une structure coopérative dans le monde du vin du sud de la France. Puis j'ai travaillé pour un beau succès, un beau fleuron du CAC 40 qui s'appelle Eurofin. Et depuis maintenant un peu moins de 10 ans, je travaille pour BioUV en ayant pris la présidence il y a maintenant 18 mois. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est l'activité essentielle de BioUV Group pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, de façon assez simple, mais nous expliquer précisément ce que vous y faites? Alors, BioUV, en fait, vend des solutions de désinfection de l'eau. Ça veut dire qu'on est capable de traiter, d'éliminer les bactéries, les virus, pour que vous puissiez à la fois vous baigner dans vos piscines, qui est une partie de notre activité, traitement de l'eau de piscine. Une deuxième partie de notre activité, c'est ce qu'on appelle le traitement des ballasts, c'est-à-dire des ballasts des bateaux qui permettent d'équilibrer la charge. Donc pour éviter que la biodiversité, ou pour préserver la biodiversité, éviter que les espèces invasives qu'on puisse trouver dans un port à Shanghai puissent basculer dans un autre port. C'est une autre part de notre activité. Puis surtout, on essaie de se développer le plus possible sur la partie aquacole, le développement des eaux les plus saines possibles pour des espèces comme le saumon, les crevettes. Et notre dernier axe de développement, c'est de travailler sur des solutions qui permettent de réutiliser les eaux usées traitées, c'est-à-dire souvent en sortie de stations de traitement des eaux municipales. Alors, en quoi toutes ces solutions que vous proposez sont-elles éco-responsables ? Alors, elles sont éco-responsables parce que, d'abord, elles n'utilisent pas de chimie. Nos 3 solutions, c'est l'UV, l'ozone et l'électrolyse de sel. Donc on n'utilise que des solutions qui évidemment existent depuis bien longtemps. Il n'y a pas de brevet, l'UV ça existe depuis très longtemps, on est bien placé pour le savoir. L'ozone c'est pareil, l'électrolyse de sel aussi. Ce qui fait la différence, c'est notre capacité à les concevoir et à optimiser en fait les consommations qui sont rattachées. Donc pas de chimie, des consommations les plus faibles possibles en termes énergétiques et la capacité à optimiser l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on consomme le moins d'eau possible et on essaie de la remettre dans le circuit. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nos solutions de réutilisation des eaux usées traitées permettent de remettre dans le circuit l'équivalent de la moitié d'une consommation comme la ville de Montpellier. Alors on est occitan, on en profite, c'est pas très loin de chez nous. Donc tout un système de résilience finalement, totale résilience autour de l'économie circulaire. Exactement. Alors, vous avez ajouté à votre gamme d'activités le traitement des eaux de ballast, vous en parliez, notamment pour les navires. Où sont situés vos sites de production et d'industrialisation, pardon ? Alors nous, on est un bel exemple d'industrialisation français, puisqu'on est basé à la fois sur Toulouse et sur Montpellier. Et on a racheté une filiale de Suez il y a quelques années qui est basée en Écosse. Donc aujourd'hui, à 30%, nos fournisseurs sont occitans, à plus de 80%, ils sont français, et à 90%, ils sont européens. Ah oui, donc effectivement, vous avez quand même une étendue industrielle assez intéressante, en matière européenne en tout cas. Vos systèmes de traitement des eaux de ballast ont-ils un impact sur la prolifération des espèces invasives et la décarbonisation ? Alors, on peut dire que oui, au même titre que les réseaux ont été inventés dans les villes pour essayer de traiter les problématiques du choléra à Londres en 1854 de mémoire. On a la même chose sur les thématiques qui sont liées au traitement des eaux de ballast, puisqu'on évite que des espèces invasives comme celles qui sont bien connues, le crabe bleu, la moule zébrée, éventuellement même le choléra, puissent se balader ou être transportés d'un navire à un autre. On sait qu'il y a un fort transport ou une forte tendance à faire que les flottes puissent passer de l'Asie à l'Europe. Donc on essaie d'éviter que les espèces invasives endogènes en Asie puissent se retrouver en Europe ou en Amérique. Alors, pour que nos auditeurs, auditrices et auditeurs nous comprennent bien, quand on parle de réutilisation des eaux usées traitées, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit précisément et quels sont leurs usages au quotidien ? Alors, il y a de multiples usages, mais en fait, la beauté de ces systèmes, c'est qu'en fait, on récupère l'eau pour éviter de consommer de l'eau potable. Je disais tout à l'heure en préambule qu'on n'a que 1 petit % de l'eau sur la planète que l'on peut utiliser, qui est de l'eau douce accessible.
La première des recherches, c'est d'éviter de la consommer. Mais quand on la consomme, l'objectif, c'est essayer de la réutiliser. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en sortie de station municipale, au lieu que l'eau soit rejetée directement dans la mer, on la récupère pour différentes applications. On en a ciblé 4. La première, c'est les eaux qui permettent de nettoyer les voiries. La deuxième, c'est la capacité à pouvoir irriguer les jardins publics. La troisième, c'est pouvoir curer les installations qui permettent de transférer ou de transmettre l'eau. Et la quatrième application sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est éventuellement de donner un accès de ces eaux pour les industries. Alors en effet, il y a eu un effort de fait en matière de réutilisation des eaux usées, mais j'ai un exemple en tête qui doit toujours être d'actualité, j'imagine. Saviez-vous qu'en France, nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser les eaux usées qui sont traités pour arroser leur culture, alors qu'en Espagne, par exemple, c'est autorisé. Mais le comble de cette histoire, c'est que nous, consommateurs français, nous achetons des fruits et légumes espagnols autorisés à la vente en France, bien sûr, et copieusement arrosés avec des eaux usées traitées. Mais pourquoi la France est-elle toujours en retard par rapport aux autres pays européens ? Alors effectivement, si on regarde les chiffres, la France, c'est à peu près 1% de réutilisation des eaux usées, quand l'Espagne est autour de 15%, quand l'Israël est à plus de 90%. Globalement, dans le monde, c'est 1% de réus. Donc on est juste dans la moyenne mondiale. Donc oui, il y a des gros efforts à faire. Alors pourquoi on est en retard ? Aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas partie des territoires prioritaires, puisque si on regarde le classement mondial, on est la 57e nation dans le monde en termes de difficultés hydriques. Mais il y a des territoires en France, et moi je suis bien placé puisqu'on est basé en Occitanie. Si on regarde les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, on est sur une hygrométrie ou en tout cas des éléments qui sont proches de ce qu'on peut trouver en Jordanie. Donc on a des vrais problèmes d'eau, pas partout en France, mais sur certains territoires. Le deuxième élément, c'est qu'on a aussi un coût de l'eau qui est peut-être pas forcément le vrai coût de l'eau. C'est-à-dire qu'à 4 € en moyenne du mètre cube, on est très très loin du vrai coût de l'eau. Enfin, le dernier élément, c'est qu'on a effectivement des éléments administratifs qui font que c'est un petit peu plus compliqué en France que dans d'autres territoires. Mais c'est en train d'évoluer, les décrets d'application ont été validés, donc on a bon espoir que dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça puisse accélérer et que le plan eau, qui nous donne un objectif de 10% en 2030 de réutilisation des eaux usées traitées, puisse être atteint, même si aujourd'hui, on peut constater qu'on a un peu de retard. Merci beaucoup Laurent Emmanuel Mijon, président directeur général de BioUV Group, spécialiste du traitement de l'eau et des espaces. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio, dans La Planète Demain, pour y découvrir de nouveaux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. À dimanche, merci. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.